Bonjour à tous. Numéro 65, c'est les Têtes à Clash qui commence, la 65e émission. Déjà, avec 4 invités. Le premier s'appelle Laurent Arthur Duplessis. Il est là, il est journaliste, il est politologue. Bonjour, il est auteur de nombreux livres, apprécié par son voisin qui s'appelle Olivier Piacentini, qui est consultant. Qui est auteur de nombreux livres, dont le dernier s'appelle OPA sur l'Élysée. C'est ça. Et qui m'a dit qu'il avait une chaîne YouTube. Alors j'apprends. Toute nouvelle, oui, qui a 2 mois, oui. Ok, mais vous avez déjà fait une première publication qui s'appelle Le méga crack aura-t-il lieu, qui a fait plus de 100 000 vues. Oui. Et la dernière s'appelle L'euro, ce poison qui abîme la France. Qui la tue. Qui la tue. Ah ouais. Bah oui. Un petit feu. C'est ça. Bah oui, Dans des souffrances atroces. Ok, on va voir. Benoît Dumoulin, bonjour. Vous êtes le troisième de cette bande. Vous êtes rédacteur en chef de L'Incorrect. Adjoint. Rédacteur en chef adjoint, c'est vrai que ça. Ne prenons pas la place du rédacteur en chef tout de suite. Ah oui, il va être content quand il écoute cette émission. Je sais qui c'est. Il l'a pas dit. Directeur administratif également d'un think tank qui s'appelle Le Pont Neuf. Le Pont Neuf, exactement. Très bien. Et Valérie Daubigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Versailles. Pour quelque temps encore. Et en plaisantant, en préparant cette émission, vous m'avez dit, et voilà, l'émission, elle va parler des têtes nucléaires du César Benjamin Griveaux. C'est une sorte de synthèse, vous allez voir, si vous nous écoutez sur les 3 sujets, vous allez comprendre et ça va vous faire rire, comme ça m'avait fait bien rire. Merci Valérie. Allez, on se retrouve dans une seconde. Benjamin Griveaux. Alors, Benjamin Griveaux, c'est l'histoire de la sextape. Alors, c'est pas vraiment une sextape, c'est sur un téléphone que ça se passe. C'est des images extrêmement intimes qui en ont réjoui certains, il paraît. Je les ai pas vues, mais j'ai vu des captures d'écran. Je pense que celles-ci sont très facilement accessibles. Et globalement, cette affaire, vous avez vu, a entraîné sa chute. Il n'est plus candidat à la mairie de Paris. Et ça a entraîné un certain nombre de prises de position qui m'ont paru étonnantes. Et moi, je voulais vous demander de réfléchir, et c'est ce que je demande également à ces invités, est-ce qu'à sa place, vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez démissionné? Est-ce que vous pensez que ça le méritait? Est-ce que vous pensez qu'on doit céder aux réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez qu'on a le droit à notre vie intime? Ou que finalement, quand on aime un homme politique ou une femme politique, on n'y a plus droit. Alors, Olivier, je vous ai parlé quelques minutes avant cette prise d'antenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Benjamin Griveaux, il a bien fait de se coucher, si je puis dire? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il est le tenant et l'aboutissant de toute cette affaire. C'est-à-dire que la vidéo n'a pas été prise à son insu. C'est lui-même qui l'a faite. Oui. Bien. C'est lui-même qui l'a envoyée. Il est marié, il fait une vidéo et il l'envoie à une personne qui est en couple. Et il sait que la personne est en couple. Mais vous vous rendez compte quand même des risques qu'il prend de voir cette vidéo divulguée. Et alors ensuite, finalement, il n'a attendu personne pour démissionner. Et surtout, je rajoute juste une chose, il a fait cette vidéo alors qu'il était au gouvernement. Il était porte-parole du oui, à l'époque, oui, bien sûr. Mais parce qu'elle est vieille, cette vidéo. Hein. Moi, je pensais qu'elle datait de 2020. Bien sûr. Elle n'était pas encore avec 2018. le Russe à l'époque. Hein. Exactement. Elle n'était pas encore avec Piotr Pawlewski, puisque j'espère que je prononce bien son nom, oui, pas. Puisque, en fait, il y a 3 protagonistes dans cette histoire. Mais effectivement, vous avez raison, Benoît. Elle date de 2018. Hein. D'accord. Voilà, donc c'est pas... Oui, mais enfin, bon, de toute façon... Il était effectivement au de gouvernement. toute façon, excusez-moi, quand on a une personnalité publique aujourd'hui, on fait attention à ces choses-là. C'est-à-dire, déjà, on devrait faire attention à sa vie privée, mais alors, a fortiori, éviter de prendre des vidéos, parce que ça, vraiment, à aucun moment, personne ne l'a obligé à le faire. C'est pas une photo volée. C'est pas des photos volées, c'est lui-même qui agi. diffuse des vidéos de son intimité corporelle. Bon, je trouve ça quand même effarant, moi. En action. Oui. Donc, on se demande, enfin, je ne sais pas comment des membres du gouvernement peuvent être à ce point négligents, légers. On se pose des questions même sur la révélation de secrets d'État ou autre quand on voit de tels comportements. Et alors ensuite, il démissionne. Mais je suis désolé, personne ne lui a demandé de démissionner. Hein. Oui, mais est-ce que sa campagne pouvait continuer Alors, Valérie, juste une petite correction, parce que, en fait, cette vidéo, si j'ai bien compris, elle était envoyée via une application qui faisait qu'elle devait durer quelques secondes, juste être visionnée et ne pas rester. Donc, c'est pas exactement... Il y a une forme de responsabilité. Clairement, c'est un homme qui a pris une vidéo, qui a envoyé une vidéo à une femme qui, semble-t-il, devait être sa maîtresse. On peut imaginer ça. Mais pour autant, il y a quand même une notion un peu volée. Hein.
Hein ouais, ok. Bon, très bien. Les circonstances. Autant vous êtes sur la position degré d'Olivier de précision, je les connais pas forcément. Moi, ce que je vois dans cette affaire chez lui, c'est premièrement, il a délibérément, c'est là en cela que ça n'est pas volé, c'est ce que je voulais dire. Sûr. Il a délibérément pris le risque d'aliéner une partie de sa liberté. Or, il est déjà très haut, arrivé très haut, il est porte-parole. Donc c'est grave, c'est quelqu'un donc qui se met en dépendance, hein, gravissime. Donc tant mieux s'il est parti, tant mieux s'il a été éjecté. Et puis, deuxième chose, il était porte-parole. Moi, j'entends parole. Eh bien, c'est cet homme qui, en plus, dans les médias, a mis sa femme en avant, sa famille, c'est mon rock, etc. Eh bien, lui, voilà, il est monté en haut du cocotier et, selon l'adage, lui, il n'avait pas les fesses propres. Et d'une certaine manière, si vous voulez, là, je trouve que sur cette question de parole, de mon point de vue, moi je suis contente qu'il soit parti, que les choses se soient arrêtées là. Je pense à toutes les familles qui éduquent des enfants et les adolescents. Vous voyez, là c'est quelque chose que je voudrais glisser, que je connais un petit peu en éducation affective. Ces questions d'image de soi, dans l'intimité. Tout cela, aujourd'hui, c'est un volet qui est devenu très important dans l'éducation. Les parents et les écoles sont face à des problèmes graves. Et là, on a quelqu'un de l'exposition des enfants à la pornographie, voilà, très facilement accessible. Et envoie-moi une photo de toi, etc. Oui. Au point, ça, je tiens à le dire aussi, parce que ça peut aider certains parents. Il y a une très très bonne vidéo qui a été faite par Europol, la police, pour mettre en garde les jeunes contre ces vidéos que l'on prend, etc. Montre-moi. Et après, clac, tout de suite utilisé. Bien sûr, parce que c'est souvent les adolescents qui ils s'en suicident parce qu'ils se sentent. Il y a eu des morts. Ça, elle est très bonne cette vidéo. Hein. Ouais, je la conseille aux parents. Donc voilà. Mais Valérie, pour autant, j'entends peut-être une position un peu moralisatrice de votre part, parce que Piotr Pawlewski, le fameux Russe sur lequel on va revenir, dit en gros qu'il a fait ça parce qu'il voulait dénoncer l'hypocrisie d'un homme qui se présentait comme étant le chantre d'une certaine vertu, qui se présentait dans les médias avec sa femme et qui, en réalité, derrière, faisait autre chose. Est-ce que finalement, c'est bien fait pour ce que j'ai entendu en discutant un peu à droite à gauche, c'est que les personnes, même si moi, je pense que l'on peut avoir un petit peu de doute sur la pureté des intentions de ce Piotr. Oui. Est-ce que vraiment il a voulu dénoncer ? En attendant, c'est quelque chose qui résonne pas mal dans la population, vous voyez. Oui. Le fait qu'il y ait eu cette incohérence, oui, ça choque. Il y a une question de parole. La parole que l'on donne quand le jour du mariage, si le code civil, et en tant que conseillère municipale, j'ai eu la joie parfois de marier des couples, c'est vrai que ces articles du code civil, ils ne sont pas là pour rien, ils protègent la parole. Pourquoi ? Parce que la société sait qu'elle a besoin de temps, que le couple a besoin de temps pour entourer les enfants qui viendront, etc. C'est pas rien tout ça. Okay. Le mot parole, moi c'est ça que je retiens. Très bien. Laurent Arthur Duplessis, est-ce que vous pensez que cette démission, elle était obligée, ou finalement, Benjamin Griveaux aurait pu dire « c'est ma vie privée », délectez-vous de ces images si vous voulez, mais pour autant ma position politique elle est ferme. Moi je trouve que sa démission témoigne de son manque de cran et c'est un faux dur. C'est un faux dur. Il est réputé hautain, méprisant, et puis quand il est confronté à une crise grave, il se défait complètement, on appelle ça un faux dur. Oui. Deuxième chose, il y a une contradiction entre le fait d'étaler sa vie privée sur Paris Match et autres journaux People, en présentant sa femme, ses enfants, l'intimité de son foyer, et en donnant des détails sur sa vie privée. Et puis ensuite, quand le phénomène arrive à son aboutissement ultime, à ce moment-là, se déliter complètement. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment la morale des libéraux libertaires est mise à l'épreuve. Parce que on a reproché, par exemple, à Juan Branco, l'avocat du Russe, qui est une des trois personnes mises en cause, d'avoir dans un de ses livres fait connaître au public l'homosexualité de Sylvain Attal. Oui. Bon. Et certains le lui ont reproché. Gabriel Attal. Gabriel Attal, parce que vous pensez à Sylvain Lefort, oui, Gabriel son compagnon Gabriel à la ville. Et
on nous explique en même temps que l'homosexualité est tout à fait légale, tout à fait licite, etc., ce qui est tout à fait réel. Et en même temps, on fait procès, on critique Branco pour avoir dévoilé cela alors que c'était un camarade de classe dans le secondaire. Oui, à l'école alsacienne. Et je vois là toute une série de paradoxes de notre temps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une morale libertaire, où tout est permis, y compris dans le sexe, surtout dans le sexe, et en même temps, il y a des reproches qui sont adressés en fonction de divulgation, etc. Oui. Pardon Laurent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de vie privée? Aussi bien dans l'affaire Gabriel Attal, qui est donc secrétaire d'État, je crois, à l'éducation, aux côtés de Jean-Michel Blanquer, ou dans cette histoire de Benjamin Griveaux, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi l'histoire que de temps en temps, on a quand même le droit de faire ce qu'on veut? Moi, je constate que Bruno Le Maire, par exemple, on ne parle jamais à son sujet de vie privée. Il a formellement écarté sa vie privée de sa vie publique. Il a mis une herse entre les deux. Je trouve que les médias respectent relativement bien cette cette exclusion de sa vie privée de sa vie publique. Et il n'y a jamais d'histoire comme ça avec lui. Jamais. Pour autant, si je me rappelle bien, dans un de ses romans, il a décrit une scène assez coquine avec sa femme dans une baignoire. Et présentant la protagoniste comme étant sa femme. Non, ça n'était pas autobiographique. C'était chacun, ceux qui le connaissent, y ont lu quelque chose qui était très proche de. Mais le grand public, a certainement pas lu son roman. Il n'est pas au courant de la scène de la baignoire. Voilà. Oui. Ok. Et là, il y a des contradictions flagrantes de notre époque. Il y a la collision finalement de au moins deux logiques morales. Et il y a de la part de Griveaux, là, comme ça a été dit très bien tout à l'heure, une inconscience totale. Je pense que c'est c'est la pulsion qui l'a guidé. Il a voulu effectivement faire valoir ses attributs devant cette jeune femme. C'est une page de publicité. Oui, ça peut être vente. On dirait qu'il a mis ça en rayon. J'avais pas pensé. Il a mis ses attributs en rayon. Demain, j'enlève le bas, il peut même pas dire. Je t'envoie 10 secondes de publicité gratuite. Oui. Peut-être a-t-il voulu ainsi la convaincre d'aller plus avant dans la relation. Peut-être. Il avait des arguments. Olivier Cassantini, qui a vu la vidéo, dit oui, je l'ai vu. Il disait qu'il avait des arguments. Il a des arguments, paraît-il. Ça m'a surpris. Malgré le micro-écran. Ok, on va laisser Benoît Dumoulin réagir, parce qu'il a été très sage pour le moment. C'est peut-être un retour au réel pour Benjamin Griveaux. C'est-à-dire que, en fait, déjà, le fait même de mettre en scène son intimité relève déjà pour moi de quelque chose d'ubuesque. De mettre en scène, même si c'est pour l'envoyer à quelqu'un. Qui plus est quand on est porte-parole du gouvernement, où là, au côté exhibitionniste, on rajoute le côté totalement imprudent politiquement. Vous êtes ministre et vous vous mettez en scène dans une vidéo, vous mettez en scène votre intimité dans une vidéo à caractère privé que vous envoyez à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est déjà. Et en plus, le fait même qu'il le fasse alors qu'il sait qu'il va se préparer, qu'il va être en campagne, montre l'inconstance de Benjamin Griveaux. Après, le problème, c'est que il croyait, je me mets à sa place, je pense qu'il croyait sincèrement que il n'y avait aucun problème à faire ça, y compris quand on était ministre. Il ne voyait pas où pouvait être le problème. Et lorsque ça lui est revenu en pleine figure par les mises en ligne, il s'est souvenu quand même de peut-être ce que disait Valérie au début, c'est-à-dire que on a une intimité, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui essayent d'éduquer leur enfant pour qu'ils respectent cette intimité en leur disant non, ton corps tu dois pas le montrer aux autres, voilà. Et peut-être que lui ça lui est revenu en pleine figure en disant oui non mais là en fait qu'est-ce que j'ai fait, et encore une fois personne ne l'obligeait à démissionner, c'est peut-être lui-même qui s'est dit en fait qu'est-ce que j'ai fait, dans quel pétrin je me suis mis moi-même. Il semblait tomber
des nus. Hein. Et alors, je voudrais rebondir, parce que tout à l'heure, on a dit, c'est vous qui avez dit ça, Franck, oui, c'est une application où la vidéo ne va durer que quelques secondes. C'est ce que j'ai compris. Hein. C'est comme une story, en fait. Mais peu importe, parce que je vais vous dire quelque chose. Ça montre le piège, alors, dans ce cas. Benjamin Griveaux est bien naïf, parce qu'il devrait quand même savoir qu'un certain nombre de femmes ou de jeunes filles sont attirées par la célébrité. Se vantent de coucher avec des célébrités. Et alors, une vidéo comme ça, c'est un genre de trophée que certaines peuvent exhiber. Tiens, regarde, moi j'ai couché avec Griveaux. À moi, c'était avec Patrick Bruel, ou à moi avec je ne sais plus qui, etc. Il y a un nom, s'il vous plaît. Non, mais je vous dis ça, c'est un nom que j'ai... Ou Franck Tanguy. Non, je vous dis ça parce que, figurez-vous, j'ai connu des jeunes filles se vantant d'avoir couché avec Patrick Bruel. Oui. Mais ils le savent tous, ça, normalement. Mais ils savent tous qu'ils sont bien entendu. Ils savent tous qu'ils sont évidemment des trophées de chasse pour un certain nombre de filles qui sont fiers et se vantent de ça, donc évidemment que la vidéo ne pouvait pas disparaître, et surtout s'il en a fait d'autres, parce qu'on ne sait pas finalement. Je vais vous poser une question à tous les quatre, je vais vous poser une question pour faire un petit peu avancer le débat et le conclure malheureusement. Il y a 3 protagonistes, donc il y a Alexandra de Taddeo, qui est celle à qui la vidéo a été envoyée. Il y a Piotr Pawlewski, qui est celui qui l'a mise en ligne, semble-t-il, hein, qui est donc un activiste russe. Et ma question va avoir trait à Piotr Pawlewski. Et il y a Juan Branco, qui est un avocat et qui a été candidat à LFI dans la banlieue parisienne. J'ai un petit peu oublié où. Seine-Saint-Denis. Oui, c'est ça. Je sais que c'est en Seine-Saint-Denis, mais j'ai oublié la commune. Et qui est un avocat étiqueté très à gauche, qui a été défenseur d'un certain nombre de gilets jaunes. Bon. Ces 3 protagonistes, la question se pose sur Piotr Pawlewski, est-ce qu'on doit le virer de France? Puisqu'en fait, il est réfugié politique. Oui, oui. Hein? Je trouve qu'il y a une indulgence extraordinaire vis-à-vis de Pawlewski. Comme il était réputé être opposant à l'horrible Poutine, bête noire du politiquement correct dans nos médias, eh bien, alors, il y a une indulgence extraordinaire pour lui. Normalement, il aurait dû être mis dans le premier avion. Oui. Sachant qu'avant, il s'est quand même fait connaître pour un 31 décembre, justement, qu'il a passé chez Juan Branco. Alors ça, le feu à la Banque de France, c'est avant. Mais il y a le feu à la Banque de France. Et puis, il était passablement alcoolisé lors de ce 31 décembre. Et il a saisi un couteau de cuisine. Et il a poignardé à 2 reprises quelqu'un. Si on est exact, je ne crois pas que c'était chez Juan Branco. Non, c'est pas. J'ai pas dit chez Juan Branco. À l'invitation de Juan Branco. Et il a fait une estafilade au visage d'un homme. Et il a planté un couteau dans la cuisse d'un autre. Voilà, c'est ça, planté la couteau dans la cuisse d'un autre. Donc il y a 2 blessés à la suite des agissements de cet homme-là, qui a été poursuivi par la police, qui l'a pas trouvé, curieusement. Hein, mais là, ils l'ont retrouvé tout de suite. Et là, ils l'ont retrouvé. Oui, parce qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Parce qu'il y a le fameux député La République En Marche, Kettel, qui a demandé son expulsion immédiate. Mais enfin, que ne le demande-t-il pas pour la masse considérable de réfugiés qui commettent des tas d'agressions, de forfaits divers et variés, tous les jours on en voit, qui rentrent et qui ressortent, qui sont même des fois des clandestins, qu'on n'expulse même pas alors qu'ils commettent des actes délictueux et même des crimes parfois. Et là, tout d'un coup, on se focalise sur Pawlewski. Alors moi, je serais pour qu'on l'expulse, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, qu'on le mette sur le même rang que tout le monde. Et tout d'un coup, à La République En Marche, on s'inquiète de ces réfugiés qui commettent des délits et qui ne respectent pas la loi française. C'est bien la première fois qu'on s'en inquiète. Parce qu'il y a un détournement aussi du droit d'asile. Et qu'il y a une procédure qui est celle des accords de Dublin, qui ne permet pas de renvoyer les faux réfugiés, enfin ceux qui se drapent dans leur statut de réfugié, alors qu'en fait ce ne sont pas vraiment des réfugiés politiques. Et quand on le découvre, en fait, on doit les renvoyer vers le pays dans lequel ils sont arrivés, le pays de l'espace Schengen dans lequel ils sont arrivés. Très souvent, c'est l'Italie ou la Grèce. Et en fait, ils reviennent 6 mois plus tard. Et le rôle de mentor de Juan Branco est assez intéressant à analyser parce qu'il est France Insoumise, il a cette étiquette, il l'affiche. Et il symbolise bien la récupération par l'extrême gauche des mouvements des Gilets jaunes. Et maintenant, Branco apparaît comme une des figures éminentes du mouvement des Gilets jaunes, et en fait, une figure est en même temps éminemment politisée à l'extrême gauche. Et je trouve qu'il y a là un effet de trompe-l'œil tout à fait typique de ce qui s'est passé dans les derniers moments du mouvement Gilets jaunes, c'est-à-dire la récupération par l'extrême gauche. D'accord. Valérie? Oui, il y a un point qui m'est apparu assez fortement en regardant toute cette affaire, et qui me navre, c'est qu'en fait, on voit que nos élites
ne sont pas préparés au travail qui les attend. Un garçon comme Benjamin Griveaux n'aurait pas dû tomber dans ce piège-là. Il le sait bien que voilà, le pouvoir, etc., et qu'il faut être prudent pour rester libre. Pour pas avoir une casserole qui... Voilà. Mais il n'y a pas que ça. On sent que, à travers lui, mais aussi toutes ces personnes qui sont arrivées, élues à l'Assemblée du jour au lendemain, etc., pas préparées, légers. Vous voyez ? Je ne veux pas être méprisante, mais là, il y a quand même quelque chose qui traduit une des grosses failles de notre époque, des personnes qui montent, qui ne sont pas éduquées à cela, qui arrivent. Vous voyez, ils sont arrivés. Et pourtant, Valérie... Et là, ça, c'est gravissime. Et je pense même que ça va jusqu'à poser la question de notre système actuel. Est-ce qu'il ne faut pas que nous revenions à quelque chose qui prépare, qui donne du temps ? Ça s'appelle la monarchie, voilà. Où on prépare, où on éduque pendant toute la durée de... Franchement, je me suis posé... On peut éduquer un prince, mais éduquer une Assemblée nationale... Non. Valérie, je vois... Ils sont sortis comme à la patte du chapeau. Il y a quand même une demande de l'éducation nationale, de tout cela, de ces grandes écoles. Vraiment, il y a quelque chose à creuser là, et nous avons une faille qui va nous péter à la figure. Mais est-ce qu'au contraire, on ne peut pas dire que c'est le non-respect de la vie privée qui fait que finalement tout le monde est attaquable d'un point de vue moral du fait de sa vie privée? D'une manière ou d'une autre, j'imagine qu'il est assez facile pour beaucoup de gens de trouver des angles pour attaquer tout le monde. Et c'est ce non-respect qui pose le... Mais encore une fois, il n'a été attaqué par personne. Bien sûr. Finalement, il y a la personne publique et la personne privée. Je vais à faire cette vidéo. Pour rebondir sur ce que vient de dire Valérie, qui est très juste. Oui. Mais c'est un cas d'espèce qui est très typique de la République En Marche. Parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est que finalement, la République En Marche, c'est une équipe d'amateurs qui vient d'arriver. Mounir Majoubi, le soir même de l'élection de Macron, a dit au Parti Socialiste, ils ne nous donnaient pas la première place. Nous, on l'a prise. Et ils se sont tous grisés, je pense, d'être arrivés là. Alors qu'effectivement, ils n'étaient pas préparés, qu'ils n'étaient pas en première ligne. Et on a l'impression que finalement, Griveaux, qui envoie ces genres de petites vidéos intimes, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus de tout ça, qui pense qu'il va être protégé de tout. Des bisous. Et on le voit dans les réactions qu'ils ont par rapport aux oppositions qu'ils rencontrent. Le traitement, par exemple, des conflits sociaux, où je suis sûr qu'avec un Chirac, un Sarkozy ou même un Hollande, on aurait réduit le temps, je dirais, de l'agitation, parce qu'on avait quand même des professionnels de ce genre de choses. Là, ils ont l'air complètement surpris qu'on s'oppose à eux, qu'on les critique, qu'on les vilipende, ils ne comprennent pas. Ils ont des crispations narcissiques de petits marqués à talons rouges. C'est ça. Ils sont fragiles. Ils sont cassants comme du verre. Il y a beaucoup de morgue, il y a beaucoup d'arrogance parce qu'ils se prennent pour plus intelligents que tout le monde. C'est ça. Et en même temps, il y a une vulnérabilité, une fragilité, une absence de résilience qui sont tout à fait frappantes. Oui, très bien. Ça part de tout en haut, ce genre de comportement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'on est allé plus loin que je n'imaginais, mais c'est très intéressant. Merci à tout de suite, puisqu'on entame le sujet numéro 2. Et vous commencez à comprendre pourquoi j'ai cité Valérie Daubigny tout à l'heure. Les missiles nucléaires, vous allez voir, on y arrive. Allez, à tout de suite. Sujet numéro 2 de Tête à Clash. Récemment, c'est il y a une dizaine de jours, le 7 février, le président Macron a fait un discours aux officiers de l'école de guerre en parlant d'éduquer. Certains ont entendu partager la force nucléaire avec le reste de l'Europe. Ce discours, qui était assez attendu, faisait écho à la prise de position d'un député conservateur allemand qui demandait à ce que le reste de l'Europe ait un droit de regard sur l'arsenal nucléaire français. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet d'autant plus sensible que l'Angleterre, étant en Brexit et étant le seul autre pays à détenir l'arme nucléaire en Europe, ça pose problème aux forces en présence. Mais je voulais savoir si vous aviez un regard là-dessus. Évidemment, je me tourne vers notre spécialiste en géopolitique, alors Arthur Duplessis. Vraiment, s'il y a une chose à ne pas faire, c'est bien celle-là. D'abord, pour une raison très très simple, c'est que pour que l'emploi de la force nucléaire soit crédible, pour qu'un éventuel ennemi
craignent qu'on appuie sur le bouton nucléaire, il faut que la décision soit la plus concentrée possible. Elle doit l'être entre les mains du seul président de la République française, et s'il faut qu'il appelle ses collègues européens pour leur demander leur avis, de toute façon, déjà, la décision ne peut être que ralentie par sa collégialité. Et deuxièmement, la décision ne peut être qu'impossible à prendre puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui sera contre. Et par essence, un tel acte doit être un acte concentré en les mains du seul président de la République française. Deuxième chose, les Français et les Allemands en politique étrangère sont d'accord à peu près sur rien. Sur rien. Le couple franco-allemand, c'est un mythe. C'est un mythe complet. Ils sont d'accord ni en économie-finance, ni en politique étrangère. Les Allemands sont pas fichus d'envoyer des soldats allemands pour nous aider dans le Sahel, où nous sommes en train de perdre pied face à la montée du djihadisme dans le Sahel et en Afrique noire, et c'est gravissime, gravissime. Et nous n'avons l'aide d'aucun pays d'Europe, et surtout pas des Allemands, sauf un peu de matériel, c'est tout, un peu d'instructeurs, c'est tout. Et donc, on voit bien que s'il y a bien un domaine où il n'y a aucune unité en Europe, c'est la politique étrangère. Et troisièmement, l'emploi de la force nucléaire passe par la désignation de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Alors, si l'ennemi, c'est la Russie, et comme le pense l'Union européenne, je dis bien l'Union européenne, qui est sous la botte américaine, lesquels États-Unis s'obstinent à désigner la Russie comme l'ennemi public numéro 1 de la planète, parce qu'il y a un complexe militaro-industriel qui a besoin de ça pour doper son budget militaire, et puis parce qu'il y a aussi des attardés qui continuent à raisonner comme si on était encore du temps de l'Union soviétique. Bon, eh bien, la question de la désignation de l'ennemi, qui est une question essentielle, elle ne peut se régler que par le président de la République française pour les intérêts de la France. Mais dès qu'on dissémine ça, c'est fichu. Pour autant, le président Macron, dans ce discours, appelle à la création d'une force alternative au duo entre les États-Unis et la Chine. Benoît Dumoulin, est-ce que ça, c'est pas légitime? À défaut de laisser le bouton rouge à d'autres, est-ce qu'il n'est pas légitime d'appeler à une force qui serait une alternative à ce duo? Plusieurs choses. Déjà, ça a été rappelé, le principe même de la dissuasion repose sur le fait que l'on puisse actionner cette force de manière efficace et avec une chaîne en boucle directe. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est le cas de la force, c'est le cas de la décision française. Et c'est le cas de la France aujourd'hui. Bon, mais c'est un attribut essentiel de la souveraineté. Vous ne pouvez pas le déléguer à une autorité qui n'est pas un État. C'était pour le député allemand, gros, sa proposition. En revanche, ce que vous pourriez faire, et ça serait bien de mettre les États européens devant leurs responsabilités, c'est que vous leur disiez, de la même façon que la France assure la protection de l'Europe, par exemple en envoyant son contingent au Mali, eh bien, la France, avec sa force de dissuasion nucléaire, assure une forme de parapluie nucléaire sur l'Europe, de facto, pas de jure. Et donc, on pourrait très bien dire, écoutez, la force de dissuasion nucléaire, elle a un coût. C'est quand même un coût qui est considérable. Assez considérable. Ouais. C'est un quart ou un tiers du budget de la défense. 300 têtes nucléaires, des sous-marins disséminés dans le monde entier. On pourrait très bien un porte-avions. Demander à ce que, tout en gardant la maîtrise totale de notre dissuasion nucléaire, que les pays européens mettent au pot en finançant, en tout cas en versant une contribution pour bénéficier du parapluie nucléaire. Mais ça, c'est un peu l'OTAN, déjà. Chacun contribue à l'OTAN. Et l'OTAN a une vocation à défendre, à être la première ligne de défense, si jamais l'ogre soviétique revient, non ? Non. L'OTAN ne fonctionne pas sur le. Il y a rien à ce niveau-là. L'OTAN, c'est simplement un traité d'alliance qui va d'ailleurs beaucoup plus loin que l'Europe, et c'est un traité d'assistance mutuelle lorsqu'un État est agressé. Mais là, ça serait du virtuel. Ça serait, en gros, nous avons une dissuasion. Si vous voulez vous placer sous la protection de la France, dites-le. Et dans ce cas-là, il y a des contreparties. Alors, elles peuvent être financières, elles peuvent être autres que financières, d'ailleurs. Mais je trouve que ce serait intéressant parce
parce que ça permettrait à la France de prendre un leadership politique, parce que tout ça est politique, la dissuasion est faite, l'arme nucléaire est faite pour ne pas être utilisée, mais pour faire croire qu'on pourrait l'utiliser. Et là, je pense que ça pourrait être intéressant pour permettre à la France de reprendre un leadership, parce que pour l'instant, personne sur l'Europe ne pourra le reprendre. L'Allemagne est discréditée, et de toute façon ne veut pas, elle est discréditée parce qu'il y a un manque de leadership politique, et de toute façon, elle ne veut pas intervenir sur la question militaire. Oui. Le Royaume-Uni a pris le large, donc en fait, il y aurait un boulevard pour la France. Oui, mais sauf que, attention, un parapluie nucléaire à l'échelle de l'Europe, mais ça supposerait qu'à l'échelle de l'Europe, il y ait une politique étrangère commune et il y ait une destinée commune. Il n'y a pas de destinée commune. L'Europe, c'est pas une nation. L'Europe, c'est une civilisation. Ah, mais je suis bien d'accord. Et je parle pas de destinée commune. Mais la notion de parapluie nucléaire à l'échelle de l'Europe, ça voudrait dire quoi? Que si tel ou tel pays d'Europe, complètement dans la main des Américains, on en connaît beaucoup, commence à se fourvoyer dans un conflit pour lequel on n'a aucune espèce d'intérêt, on va être engagé peut-être dans une escalade générée par ce même conflit. Je suis bien d'accord. C'est au contraire mettre la main dans un engrenage qui est en réalité la tentative de mainmise américaine sur tout ce qui concerne l'Europe. Aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Les Allemands sont à la botte des Américains, l'Europe du Nord est à la botte des Américains. Pour l'instant, la France... Justement, Laurent Arthur Duplessis, je vous coupe parce que deux personnes, Olivier et Valérie, ne sont pas encore intervenues. J'entends bien votre point de vue. Je vais faire réagir Olivier là-dessus. Est-ce que vous pensez que ces données... que cette clé, elle doit être retirée des Américains, parce qu'en fait, on peut aussi avoir ce dialogue d'une autre manière. C'est justement en offrant de protéger les Européens, c'est de retirer la puissance américaine et l'influence américaine en Europe. Est-ce que c'est ça Mais moi, le sentiment que ça me donne, tout ça, parce qu'il faut le relier à un autre épisode qui s'est passé il y a quelques mois, qui était celui de l'éventuel partage du siège au Conseil de sécurité de la France. Ça a été aussi une proposition qui avait été évoquée. Alors, on nous a dit que non, qu'on fantasmait, puis finalement, il s'est avéré que la question avait été effectivement mise sur la table à un moment donné. Oui. Bien, aujourd'hui, on revient avec la dissuasion nucléaire. Donc, en fait, tout ça relève d'un rapport de force en Europe où les Allemands, qui sont de loin la première puissance économique, qui nous écrase parce que nous sommes faibles, commencent à avoir des velléités d'avoir une voix qui porte plus au niveau international, parce que vous le savez, depuis 1945, au niveau nucléaire, ils sont limités évidemment, à l'ONU, ils ne sont pas en première ligne. Au niveau de l'armée, tout simplement. Au niveau de l'armée, bien entendu, ils n'ont plus la force et la puissance politique qu'ils s'estiment peut-être aujourd'hui en droit de mériter, compte tenu de leur position, et en fait, ils veulent vassaliser la France, y compris de ce côté-là. Alors que, comme l'a bien rappelé Benoît, ce serait peut-être justement à la France de faire valoir tout ce qu'elle apporte à l'Europe à ce niveau. Par exemple, effectivement, dans les interventions au Mali ou ailleurs, où la France est la seule à réagir, elle défend quand même toute l'Europe, et nos dirigeants ne sont pas capables d'imposer des contreparties à nos partenaires, qu'il s'agisse de Hollande ou de Macron. Et puis, je voudrais dire autre chose. C'est que tout ça, on évoque tout ça, pourquoi? Mais parce que Macron fait des déclarations intempestives qui ne mènent à rien, du style « l'OTAN est en état de mort cérébrale ». Alors on peut le penser, mais il faut en vous-même vous pouvez le dire, oui, mais il faut en sortir, mais il faut en sortir, non pas en poussant des cris d'enfants mécontents parce qu'on lui donne pas ce qu'il a envie, parce qu'on a essayé de séduire Trump et puis il l'a envoyé balader. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on mène une politique de réforme, effectivement, de tout l'ensemble géopolitique européen, et peut-être le rendre plus indépendant des États-Unis. C'est une question qui peut se poser, mais c'est pas de la manière dont pratique Macron à lancer des déclarations comme ça, là où il se trouve. Mais pardon, votre position, Olivier, voilà. Est-ce que votre position, elle va pas dans le sens de Benoît Dumoulin, qui consisterait à dire, finalement, les Allemands qui ne contribuent pas à un effort d'armement, parce qu'on sait qu'une partie de leur surplus financiers sont dus au fait qu'ils ont une dépense en moins, c'est tout simple. Hein. Oui. Est-ce que ça ne va pas dans le sens de Benoît qui dit, écoutez, les milliards que vous ne dépensez pas pour votre propre armée, vous devez contribuer à l'entretien d'une armée qui... Mais je vous signale que là, c'est pas ça qui est demandé. Hein. Là, on nous demande à nous de continuer l'effort sans qu'on envisage de contrepartie de l'autre côté. Ils ne voudront pas payer. Ils veulent la place gratuitement. Ils ne voudront pas payer. Et ça sera une place, en réalité, dévolue aux caprices de Washington. Ok.
Valérie. Ne connaissant pas très bien le sujet, moi je me suis reportée à ce que disait le général Gallois, parce que je me souvenais que c'était vraiment quelqu'un qui, sur ces questions-là, était pertinent. Ce général qui a traversé tout de même plusieurs décennies après-guerre, il a vu lui aussi les évolutions. Bon, et il a vu toutes ces évolutions, y compris sur le plan politique. Et déjà, je ne connais pas ce général. C'est vrai. Peut-être un élément de contexte. Il a été vraiment le père de la bombe atomique française. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Et la théorie du faible au fort, en fait. Voilà, nous, en France, nous avons cela, mais gardons-le précieusement. C'est notre trésor, c'est notre force. Vis-à-vis de grandes puissances, puisque voilà, et gardons-le de manière autonome. Je ne vois pas du tout ce que nous gagnerions à partager cela avec les Allemands, mais véritablement. Mais nous le pourrons tant que économiquement, nous resterons forts. Moi, j'ai très peur, en fait, qu'on nous achète à un moment donné. Juste une chose, l'Allemagne, elle est en train de décélérer à la vitesse grand V, si je peux dire, elle décélère économiquement. C'est fini, la suprématie allemande. L'industrie automobile allemande et l'industrie de la machine-outil allemande, qui maintenant dépendent complètement de la Chine, sont en train de se diriger vers un déclin accéléré qui a déjà largement commencé. Et là, avant le coronavirus, l'Allemagne a tellement hypertrophié son secteur exportateur que ça se retourne en boomerang contre elle maintenant, et on reparlera de la suprématie allemande dans 2-3 ans. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en Europe, il n'y a personne qui prend le relais non plus. C'est-à-dire que l'Allemagne décline, mais les Français ne prennent pas le relais. Sauf que le monde quand il descend. Exactement. Et pas seulement ça, c'est que le modèle économique français étant basé sur le marché intérieur, finalement, il est beaucoup plus résilient. Exactement, beaucoup plus résilient. Et l'Allemagne, là, est en train de prendre des coups. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, parce que le marché intérieur français est alimenté par des déficits publics qui conduisent à de la dette et qui affaiblissent justement le socle économique et également l'indépendance de la France. Alors, ça pose la question de l'euro ici. L'euro est une catastrophe pour la France. Alors, je vais peut-être faire avancer le débat dans une direction complémentaire. Une des propositions du président Macron, c'est de partager la culture de la dissuasion française avec d'autres acteurs. Ce qui est fait, c'est fait, j'ai appris à cette occasion en préparant le sujet, que c'est fait depuis pas mal d'années, qu'il y a des officiers supérieurs des grandes nations autour de nous qui sont invités à Brest, à la base de l'île Longue. C'est gentil, mais le peuple allemand, de toute façon, le peuple allemand, c'est le premier concerné là-dedans. Il n'en veut pas. Le peuple allemand ne veut pas d'un parapluie nucléaire français. Ils veulent le parapluie nucléaire américain. Ils veulent le parapluie nucléaire américain. Et le peuple allemand n'accepte pas. Au nom de quoi ? Au nom du fait que une fois dans sa vie nazie, pour toute sa vie nazie... Au nom de l'histoire, tout simplement. Et du coup, les Allemands ont peur d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Ils ne veulent pas redevenir acteurs de la géopolitique mondiale, d'où le fait qu'ils ont une armée en déliquescence, qui n'envoie pas de soldats dans le Sahel, et qui ne font aucun effort pour l'instant pour avoir une armée digne de ce nom. Ils sont tétanisés, effectivement, par leur passé nazi. Ça, c'est la première chose. Et seconde chose, ils se sont installés dans le confort économique et financier, ce que je disais, d'être protégés par les Américains et de ne pas avoir à développer un gros budget de la défense. C'est très confortable. Et pendant ce temps, on bénéficie de l'euro pour exporter sur notre dos. Et c'est quand même les Allemands, c'est quand même on peut dire d'une certaine manière les parasites de l'Union européenne complètement. Et ils ont diminué fortement leur demande intérieure par des salaires de misère, parce qu'en Allemagne, il y a quand même des salaires de misère en nombre important, de manière hypertrophier les exportations. Et pendant ce temps, nous, on peut beaucoup moins exporter vers l'Allemagne, parce que l'Allemagne consomme beaucoup moins que ce qu'elle devrait. Donc, vraiment, ils ne sont pas mûrs pour assumer une responsabilité géopolitique de premier plan, qui est la responsabilité de la dissuasion nucléaire. Totalement d'accord. Moi, je rajouterais une chose, c'est que la défense européenne, tout le monde en parle, mais personne n'en veut, sauf la France, qui a encore cette lubie-là. En fait, ce qui serait beaucoup plus intéressant à développer, c'est plutôt arriver à avoir un budget de la défense qui soit au niveau de 2% du PIB, comme le standard OTAN. Là, vous parlez de la France. Hein. Oui, parce que pour moi, la défense européenne, c'est la France, tout simplement. C'est ça. En pratique, c'est la France. Et si c'est pas la France, c'est les États-Unis. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et donc, moi, je suis pour, justement, maintenir l'indépendance de l'outil atomique, qui est une des composantes de notre défense, et qui peut protéger politiquement d'autres puissances amies. Je pensais à protéger notre civilisation, ce qui est différent. Mais simplement, mais toutes les choses en partage que nous avons, que disait Laurent. Cet outil-là, elle n'est pas menacée par la Russie, notre civilisation. Moi, c'est
pas du tout à la Russie que je pense. C'est pas la Russie. Hein. C'est pas du tout à la Russie que je pense, bien sûr. Mais quand vous parlez des 2%, Benoît, vous parlez de 2% pour toutes les nations européennes? Non, pour la France. Pour la France. Moi, je pense que la seule défense européenne qui est crédible, c'est la France. Sinon, dans ce cas-là, on dépend des États-Unis. Donc, et vous savez que la spécificité de notre dissuasion nucléaire française, c'est que normalement, du début jusqu'à la fin de la chaîne, on est indépendant. Contrairement, par exemple, aux Britanniques, où leur chaîne de dissuasion dépend des États-Unis. C'est bien qu'elle n'est pas dissuasive. Alors, parlez-moi. La force britannique n'est pas dissuasive. Parlez-nous de ça, parce que j'ai... Eh ben justement, parce que... comment ça marche en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, l'emploi de la force nucléaire britannique passe par l'accord des États-Unis. Ah oui. Donc ça tue tout caractère dissuasif. D'accord. La décision finale, c'est pas le Premier ministre qui l'a? Il a besoin de l'autorisation du président américain. Qui peut désactiver des composants, sinon. Désactiver des... C'est-à-dire qu'il y a une clé, en fait, ouais, que détiennent les Américains. Ah oui, double clé, c'est ça. Oui. Ok, ça j'ignorais cet aspect-là. Donc, ils sont pas en maîtres. fait, elle n'est pas britannique. Ils sont pas maîtres. Elle est américaine. Elle est américaine. Ils sont complètement américanisés. Sur ce plan, le Royaume-Uni est un État américain. Voilà. D'où notre force, mais gardons ça comme un trésor. Eh oui. Okay. Moi, je me suis intéressée, pardon, oui, Valérie, Franck, allez-y, Valérie. L'opinion publique par rapport à cela, et oui, j'ai consulté des sondages qui ont été faits en 2012-2018, et il est intéressant de constater que la tendance s'assouplit par rapport à cela dans l'opinion publique. Oui. Il y avait une tendance très hostile plutôt dans les années 2010, et en fait, vous voyez, et même par rapport au nucléaire, je pense qu'on va plutôt vers un regard qui est moins dur. Et j'ai pas compris. Dur par rapport à quoi? Assoupli par rapport à quoi, Valérie? Alors, ce que je veux dire, c'est que l'opinion publique était très anti-nucléaire, oui, y compris pour la défense, et que je pense que ça s'ouvre, ça s'assouplit. Parce qu'il y a la montée des périls. Il y a la montée des périls. Prise des consciences par les Français que c'est un atout. Oui, que le monde devient dangereux. Et c'est quelque chose qui joue, ça. Voilà, nos hommes politiques, ils sont très sensibles à cela. On voyait bien à Hollande, il n'osait pas trop en parler, etc. Je pense que ça va donner un peu plus de... Mais même d'un point de vue énergétique, les gens n'ont plus du tout d'hostilité, parce qu'ils voient bien que finalement... Là, vous parlez des centrales nucléaires. Oui, pas finalement, si sale que ça. Alors qu'on est aujourd'hui le jour énergie de l'arrêt du premier de Fessenheim. Oui, mais n'empêche que la tendance... Le problème, il faut savoir ce qu'on veut, parce que si on veut plus d'émissions de CO2, pour le moment, la seule énergie qui a vraiment fait ses preuves à grande échelle, c'est le nucléaire. Ça bouge. Et pour revenir juste, et je termine avec ça, Benoît Dumoulin. pour revenir juste à la dissuasion nucléaire, c'est le seul moyen pour nous, politiquement, de justifier de rester dans la cour des grands, c'est-à-dire d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Là, on est inattaquable. Donc, restons justement cette nation non alignée et indépendante que l'on est depuis les années 60. Quoi. D'accord. Et je vais finir. Je vais citer le président Macron qui dit que face au délitement de l'ordre juridique mondial, la force nucléaire est un atout pour la France. Oui. Est-ce que qui s'en tiennent à ça, vous êtes d'accord? Qui s'arrête ça, parce que c'est ça un jour, et puis le lendemain, voilà. En le mettant dans un pot commun, qui serait une absurdité. Oui, mais ça n'était pas son intention dans le discours. Il parlait de partager la culture de la dissuasion. Mais il est verbeux. Mais ça ne veut rien dire. Il est verbeux. Mais la culture de la dissuasion. Il ne résiste pas à l'attrait d'une formule littéraire. La dissuasion, c'est pas une culture. C'est soit vous avez les armes, soit vous les avez pas. Point barre. Je veux dire, tout ça, tout le reste, c'est du discours. Ok, allez, on va. J'entends. Je vous remercie. C'était la fin du deuxième sujet, et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième. À tout de suite. Les Césars, c'était la troisième composante de la phrase mystère de Valérie Daubigny. Les Césars sont en crise. Alors César, je ne parle pas de Jules, je parle de ce trophée qui est remis aux meilleurs acteurs, comédiens et techniciens du cinéma français. Cette institution est en crise. Tout le conseil d'administration présidé par Alain Terzian a démissionné. Pourquoi les Césars ont-ils démissionné, ou pourquoi le conseil d'administration a démissionné? C'est qu'il y a eu à plusieurs reprises dans les médias des prises de position qui ont en gros accusé, et c'est comme ça que je l'ai noté, les Césars d'être une institution bourgeoise, hétéro, catholique, blanc et de droite,
autrement dit, le chantre de l'entre-soi et ne représentant pas la vastitude de la mosaïque française. Je voulais savoir si vous pensez, et je vous demande de vous poser la question, vous derrière l'écran, si vous pensez que c'était légitime qu'Alain Terzian réponde à cette diatribe qui a été mise en avant par Corinne Massiero. Alors Corinne Massiero, vous la connaissez tous, ou presque tous, parce que c'est la commissaire, enfin plutôt le capitaine Marlowe. Et le capitaine Marlowe, c'est sur France 3, le plus gros succès de la télévision actuelle. C'est les meilleures audiences, 7 millions de personnes devant une série. C'est très élevé. Ça bat largement TF1 quand il y a le capitaine Marlowe face à quelque émission que ce soit sur TF1. Et cette femme, Corinne Massiero, a dit ce que je vous ai dit. Bourgeois, blanc, hétéro, catho, de droite. Eh ben, le capitaine Marlowe, elle pousse Pépé dans les orties quand même. Quand même, clairement, Parce que franchement, quand on voit la tonalité dominante du cinéma français, je connais une personne qui fait de l'aide à la création d'entreprises et qui m'expliquait que, notamment, un metteur en scène lui avait dit, pour avoir des subventions du Centre national du cinéma, il y a un cahier des charges très précis. Il faut qu'il y ait un représentant des minorités visibles. D'accord. Il faut qu'il y ait un homosexuel revendiqué. D'accord. Dans le rôle. Il y en a souvent plus. Hein. Oui. Il faut que toute cette palette soit représentée. Et il faut évidemment qu'il n'y ait aucune espèce d'infraction et d'offense, si minime soit-elle, au politiquement correct. Bon. Donc, vous pensez que cette position, autrement dit, elle est illégitime et que le cinéma français, tel qu'on le voit, est récompensé au César, c'est une cérémonie que Franck, justement, cette cérémonie, elle est pas représentative de la France. Je crois que plus on en a, plus on en veut. Le capitaine Marlowe trouve qu'il n'y en a pas assez. Le capitaine Marlowe veut qu'il y en ait plus. D'accord. Mais Franck, alors justement, j'ai pris la peine de regarder les films primés au César. Bon. 1993, Les Nuits Fauves. Ça date pas d'hier. Oui, non mais attendez. C'était le grand film sur Cyril Collard, sur le sida, avec des scènes d'orgie homosexuelle, etc. Très explicite. Bon. À côté Benjamin Griveaux, c'est un petit joueur. Catho, famille de droite, ça va pas. En 1996, La haine de Mathieu Kassovitz. Banlieue, etc. Donc là, la diversité, elle y est, tout va bien. En 2004, Denis Arcand, Les invasions barbares. Oui. En 2007, Lady Chatterley, avec une tendance plutôt à l'érotisme très poussée. 2009, Un prophète, ça se passe en prison, avec des jeunes de la diversité qui combattent de méchants truands en Corse. Jacques Audiard. Jacques Audiard, voilà, très bon film d'ailleurs. Hein. Très bon film. Bon, ensuite, Les garçons et Guillaume à table. Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne. Il y a 2 ans, 120 battements par minute, donc le film sur Act Up, etc. Exact. Vous avez vraiment l'impression que ça correspond à des bourgeois hétéros, catholiques, blancs de droite. Elle est complètement fantasmée, Corinne Massiero. Voilà. C'est incroyable. Alors, et ce qui est grave, c'est que ça marche. Justement, ça rentre, mais je vais vous dire justement, moi, ce que ça m'inspire. C'est que finalement, quand je regarde le palmarès des Césars, j'imagine qu'on doit pouvoir contrer vos arguments à travers des films blancs, hétéros, de droite. Mais justement, mais c'est que si vous regardez le palmarès, vous avez aussi des films comme Des hommes et des dieux, vous avez des films comme Thérèse, donc il y a un peu de tout, si vous voulez. J'ai pas l'impression que le palmarès soit vraiment associé à une idéologie, ce palmarès-là. Or, le cinéma français, depuis une vingtaine d'années, je suis désolé, ce ne sont que des films sociétaux, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc., etc., des films sur l'homosexualité, la diversité, etc. Et la grande repentance. Et j'ai l'impression qu'en fait, on attaque le fait que cette académie soit finalement peu positionné sur ces questions-là et regarde peut-être un peu la qualité des films. Moi, quand j'ai regardé le palmarès, j'ai pas trouvé qu'il y avait une orientation particulière. Moi, j'ai l'impression que là, en ce moment, nous sommes en train de disserter sur les paroles de Corinne Massiero, mais qui ne sont pas forcément représentatifs du fond du problème qui a conduit à cette démission en masse. Il y avait beaucoup de choses. Il y a aussi le problème par rapport aux femmes, le film de Polanski qui a mis le feu aux poudres. Et l'une des réponses qui a été proposée, c'était par rapport aux femmes, de faire une parité arithmétique. Tiens, voilà, puisque vous gueulez, on va faire une parité arithmétique. Ce qui est, à mon sens, en politique, c'est pareil, extrêmement offensant pour les femmes. Vous ne sentez pas que 35% de femmes
femmes dans l'Académie des Césars, c'est-à-dire dans le conseil d'administration. Conseil d'administration des Césars, 35% de femmes, c'est extrêmement faible. Une majorité, le membre le plus jeune de cette académie, du conseil d'administration, a 65 ans. Tous les autres ont plus de 70 ans, jusqu'à 83 ans, me semble-t-il. Leur système de cooptation a sans doute montré ses limites. Ça, je suis bien d'accord, et je ne suis pas là-dedans, je ne connais pas très bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a des problèmes financiers qui n'ont pas été réglés de manière très transparente. Oui, manifestement. Tout cela. Donc attention, nous aussi, Corinne Maziero nous met là des lunettes grossissantes qui nous font complètement déformer la vérité, le terrain. Ah oui, complètement. C'est complètement faux. Ça tient pas debout. Des cathos, où est-ce qu'elle a vu des cathos là-dedans? Ah oui, là c'est rigolo. Il y a qu'à voir les acteurs, déjà pour commencer. On parle de talent, où on parle d'étiquette, primo. Et puis, en quoi s'autorise-t-elle cela? Si n'importe qui avait dit le quart du dixième sur une proéminence de juifs ou d'homos dans le monde du cinéma, ou de beurre, mais qu'est-ce qu'on je lui vais aurait vous dire, fait il doit y avoir passer, 10% d'hétéros cathos de droite dans le cinéma et ils trouvent déjà que c'est trop. Alors, c'est à se demander. Non, mais c'est dingue. Vous savez qu'en France, on ne fait pas de quota ethnique. Il y en a marre. Il y en a marre de cette victimisation permanente. Et moi, je pense que cette victimisation, enfin, je ne veux pas tenir le micro trop longtemps, mais elle va nous conduire d'abord, à force, à un vrai racisme, oui, et d'abord un racisme anti-blanc, oui, et puis aussi, par ricochet, gros retour de bâton, par des choses qui seront sans nuance. Et tout cela, à mon avis, ça nous prépare, toute cette distorsion de la vérité, ce travail sur le pathos, ça nous prépare aux pires excès, et une fois de plus, à mon avis, ça nous prépare la dictature islamique. Et ça je le sens dans ce domaine de la culture, avec tous ces gens qui perdent complètement le terrain et qui nous utilisent, qui nous manipulent, enfin qui cherchent à le faire. C'est gravissime. Benoît Dumoulin, est-ce que c'est d'abord un sujet qui vous intéresse ? Alors, moi, je suis fatigué. Vous en moquez complètement. Alors, moi, je suis fatigué d'entendre ce genre de déclaration, tout simplement parce que c'est contraire au principe même de constitution d'une nation. C'est-à-dire que une nation fait en sorte que les meilleurs arrivent aux meilleurs postes. Et si, par exemple, elle s'était indignée du fait que de très bons cinéastes n'arrivent pas à obtenir des financements et donc à mettre, alors qu'ils font du très bon cinéma, dans ce cas-là, moi, j'aurais été sensible à ça. Mais je ne veux pas de représentation ethnique ou bien... ou même la parité, ça ne vous semble pas une nécessité? Je veux que les meilleurs arrivent au meilleur. C'est pareil pour l'Assemblée nationale, c'est pareil dans tous les domaines, c'est pareil pour aller à l'ENA. Je suis bien d'accord. Et en plus, cet artifice de la discrimination positive, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est très humiliant, à la fois pour ceux qui en sont privés et pour ceux qui en bénéficient. C'est ce que je voulais dire pour les femmes. On vous renverra un soupçon d'illégitimité dans les postes que vous avez tenus. Vous l'avez eu parce que vous étiez vous bénéficiez de la discrimination positive. Vous savez qu'il y a actuellement un recul sur la discrimination positive où certains États américains ont déjà renoncé à cela, et notamment sous l'impulsion de la communauté asiatique. La cité américaine, cité communautaire. Parce qu'elle réussit bien. Oui. Et parce qu'elle n'est pas aussi visible. Qui a dit que la discrimination positive a favorisé la communauté noire aux dépens de la communauté asiatique, notamment dans les grandes universités comme Harvard, Columbia, etc. Et on nous prive, nous, alors que nous sommes meilleurs, disent-ils. Et c'est vrai que les Asiatiques sont les plus performants dans le système scolaire américain. Les Américains d'origine asiatique. Et en France, ça pourrait pareil aussi. Voilà. Les Américains d'origine asiatique sont les premiers de classe. Et ils disent, nous qui sommes les premiers de classe, on nous prive d'un certain nombre de places à Harvard, Columbia, etc., pour les donner à la communauté noire. Ce n'est pas juste. Donc là se pose justement le problème que vous venez de soulever, c'est-à-dire que ça n'est plus le mérite qui est le seul critère. Il y a d'autres critères qui viennent parasiter ce critère-là, et du coup, il y a un sentiment d'injustice qui peut naître. Et j'ajoute un seul argument, et je termine avec ça, qui est d'ordre juridique, c'est que toutes les entorses à la méritocratie sont, à mon avis, inconstitutionnelles, puisqu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est dans le bloc de constitutionnalité, et son article 1
définit le principe de toutes les distinctions sociales qui ne peuvent être fondées que sur le principe de la méritocratie. C'est ça. Je vais vous donner un autre regard. Est-ce que finalement, c'est pas une lutte entre les anciens et les modernes? Est-ce que les anciens, c'est pas l'ancienne gouvernance de l'Académie des Césars, des hommes plutôt âgés? Et est-ce qu'on n'est pas face à l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes, de comédiens qui disent au toit de là que je m'y mette? Je vais vous contrer d'un point de vue sémantique. C'est pas entre les anciens et les modernes, c'est entre les modernes et les post-modernes. Oui. Parce que voilà, nous sommes entrés. Bon, c'est un peu Michel Maffezoni. Donc les modernes, ce serait à l'Interzian? Oui. Ok. Et les postmodernes, je ne connais pas suffisamment à l'Interzian pour vous dire, mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'en voyant le palmarès des Césars, j'ai pas l'impression qu'il y ait une priorité qui est donnée à telle ou telle tendance politique, ethnique ou ce que vous voulez. Bon. Le postmodernisme, c'est l'abandon complet de toute valeur de transcendance, de tous critères moraux, et ça nous amène petit à petit, je ne vais pas faire un développement trop long là-dessus, à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire tout se vaut, et puis finalement tout s'entrechoque, tout se contre, tout s'oppose, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les femmes, les hommes. Tout à l'heure, vous avez dit, il n'y a que 35% de femmes dans l'Académie des Césars. Oui, c'est le chiffre. Mais il n'y a pas de guerre entre les hommes et les femmes, quand même, que je sache. Je veux dire, on vous parle de femmes battues, on vous dit, oui, il n'y a pas d'hommes. Mais enfin, excusez-moi, mais tous les hommes battent pas leurs femmes, et puis peuvent parfaitement compatir à des femmes battues. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je veux dire, moi, j'entends parler, oui. Enfin, je veux dire, moi, je ne prends pas le parti des hommes qui battent leurs femmes, vous voyez, pourtant, je suis un homme. Le réflexe ne vient pas automatiquement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous entrons dans une société de tribalisation. Hein, on se regroupe en tribus qui défendent leur cause et qui ne regardent plus aucune valeur d'intérêt général, aucune valeur de bien commun qui passe au-dessus de tout le monde, et de dire on va essayer de vivre tous ensemble dans un cadre où, comme vous dites, c'est le mérite qui prime, le mérite, l'ordre et la justice. Non, c'est écoutez, moi je suis noir, il faut que les noirs machin. Moi je suis musulman, l'islam ça doit passer devant. Moi je suis une femme, attention, hein, il faut qu'on mette des femmes mécanos ou des femmes je sais pas quoi. Bon, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Et effectivement, la querelle que vous me décrivez, c'est celle entre les modernes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la société doit avoir une harmonie et que chacun a sa place et que sa place doit être déterminée par son mérite, et un mérite qui est un critère de sélection quand même. Hein. Voilà. Et la motivation, et les autres qui pensent que tout le monde doit avoir une place parce qu'il est... en fait, ce que vous disiez, Laurent Arthur Duplessis, tout à l'heure, ce qui a mis le feu à cette histoire, c'est l'affaire Polanski. Oui. La mèche, c'est l'affaire Polanski. Sauf que la mèche, quand elle tombe dans un baril de farine, rien n'explose, sauf qu'elle tombe dans un baril qui est capable de s'enflammer. Mais c'est quand même ça l'histoire, il faut voir qu'il y a un effet d'optique, une illusion d'optique, qui est qu'il y a un noyau dur de féministes déchaînées, qui manifestement n'aiment pas l'homme, le mal. C'est la chasse au mal. C'est ça, oui. Bon, elles ont des raisons propres, privées, etc. J'entre pas là-dedans, mais c'est la chasse au mal. Et elles veulent absolument une parité partout, en faisant fi complètement des questions de motivation. Et les motivations, selon le sexe, sont pas forcément les mêmes pour tel métier, etc. On oublie aussi que les femmes enfantent, qu'elles sont mères, et que c'est très prenant. Bon. Oui, mais en l'espèce, ça ne les empêche pas d'être cinéastes, d'être comédiennes. Non, mais la question que vous avez posée, c'est est-ce que Polanski aurait dû être reconnu et de figurer au palmarès? Polanski, il va figurer d'une manière ou d'une autre au palmarès. C'est ça qui est reproché à l'Académie des Césars. Sélectionné. Non, mais il y a une question aussi d'appétence pour le pouvoir, d'appétence pour l'ambition. La femme a peut-être plus d'insensibilité aux choses du foyer que l'homme. L'homme est peut-être Est-ce que ce n'est pas des clichés du 19e siècle, Laurent Arthur Duplessis? Vous allez vous faire femmes disent brûler. Demandez à Valérie. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Ces fausses féministes, je pense qu'elles nous font beaucoup de mal, effectivement, car elles détruisent tout ce qui a fait cette complémentarité, cette altérité, toute la beauté de cette altérité, dans laquelle nous ne sommes pas des vaincus, nous ne sommes pas des carpettes, pas du tout. Et en passant au napalm, tout ce qui a fait la beauté de notre civilisation, la place de la femme dans notre civilisation, là aussi, je pense qu'elle prépare un totalitarisme et que bientôt nous serons toutes bâchées car nous aurons détruit tout ce qui faisait tous ces ferments de la complémentarité. Et véritablement, là, elles nous font un mal de chien. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces fausses féministes. Et les quotas de femmes ici ou là, nous n'en voulons pas. C'est une question de talent, oui, de place,
de place, effectivement. C'est vrai, cette ambition d'y être ou pas. Nous ne sommes pas interchangeables. Et ça, il faut vraiment que nous le revendiquions et avec fierté. On est fiers d'être femmes et pas comme ça. Voilà. Alors, nous allons clore ce débat. Je dois vous dire ma surprise, parce que je pensais que ce débat sur les Césars, qu'on allait parler cinéma. Je pensais qu'on allait parler cinéma. Je pensais pas qu'on allait parler finalement quota homme-femme, quota blanc-noir, quota... C'est elle qui a mis le sujet sur le étiquette sur les talents. Bah oui, c'est Capitaine Marlowe, décidément. Hein. Ouais. Elle en fait de l'audience, parce que 7 millions, dernière audience. Oui, mais ça n'enlève rien à son talent d'acteur ou d'actrice, on va dire. Parce qu'on ne sait plus comment on doit dire. Donc, voilà, ils font des entrées, mais après qu'ils la ferment. Car véritablement, ils ne sont pas faits pour nous parler politique ou sociologie. Ok, allez, on close débat. Merci, madame. Merci, messieurs. Et on se retrouve dans 15 jours pour une 66e émission de Tête à Clash. À bientôt. Au revoir.